Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Semaine de l'écho sur France 24, une émission spéciale sur les conséquences économiques mondiales de la guerre en Ukraine, un an après l'invasion du pays par la Russie. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, j'accueille Pascale Johannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Bonjour. Bonjour. Avec nous également en plateau aujourd'hui Alexandre Kateb, économiste, spécialiste des pays émergents et fondateur de l'Institut de conseil The Multipolarity Report. Bonjour à vous également. Bonjour. Et avec nous par visioconférence aujourd'hui, Francis Perrin, chercheur associé au Policy Center for the New South, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste des questions énergétiques. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Et tout de suite, le programme de cette émission. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché des sanctions occidentales d'une ampleur inédite au cours des 12 derniers mois. Vladimir Poutine se félicite de la résistance de l'économie russe, tandis qu'Emmanuel Macron appelle à ne pas croire les statistiques officielles publiées par Moscou. La guerre a aussi secoué l'économie européenne qui était très dépendante des hydrocarbures russes. Si la récession est évitée de peu en 2022, l'inflation, elle, a atteint des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies. Une inflation record qui a poussé la Banque centrale européenne à relever rapidement et fortement ses taux d'intérêt. Les conséquences de la guerre en Ukraine ont aussi touché de plein fouet les pays émergents et en développement. L'Égypte, grand importateur de blé russe et ukrainien, a vu les prix alimentaires flamber, une flambée des prix accentuée par la chute de la monnaie. Reportage de notre correspondant au Caire à suivre en fin d'émission. C'était donc il y a tout juste un an, le président russe Vladimir Poutine lançait une opération militaire de grande envergure pour envahir l'Ukraine. En réponse, Européens et Américains annonçaient des sanctions inédites contre la Russie. Un an plus tard, l'économie russe est bien entrée en récession. Le produit intérieur brut a reculé de 2,1% en 2022, selon les statistiques officielles, bien loin de la chute de 8,5% prévue en avril dernier par le Fonds monétaire international. Il n'en fallait pas plus pour que Vladimir Poutine se félicite de la résistance de l'économie russe face aux sanctions internationales. Natacha Milrey. L'économie russe va bien, ce sont en substance les mots de Vladimir Poutine. Le président russe invite même ses concitoyens à tirer profit de l'absence des entreprises occidentales. Lancez de nouveaux projets, gagnez et investissez en Russie. Les sources de notre bien-être ainsi que notre avenir ne devraient être qu'ici, dans notre pays natal, en Russie. Des propos qui semblent confirmés par les chiffres publiés par Rochtat. Selon l'Agence nationale de statistique, le PIB de la Russie s'est contracté de seulement 2,1% en 2022. C'est donc mieux que les prédictions de la Banque centrale russe qui misait sur un recul de 3%. Parmi les raisons de ce maintien à flot de l'économie russe, les bénéfices liés à la hausse du coût de l'énergie et notamment du gaz que le pays a continué à vendre à ses autres partenaires commerciaux. Avec leur pluie de sanctions, les pays occidentaux espéraient isoler la Russie. Mais Moscou a continué à développer des relations commerciales avec la Chine, la Turquie et l'Inde notamment. Pour autant, les données publiées ne reflètent pas l'entière réalité. Au fil des ans, les autorités russes ont privilégié la stabilité économique au détriment de la croissance. Et en réalité, cela signifie que le niveau de vie des ménages russes avait baissé déjà avant la guerre. La situation s'est probablement encore plus détériorée depuis. Pour l'instant, la Russie tient le coup, mais le plafonnement des prix du gaz et du pétrole russe pourrait accentuer l'effet des sanctions occidentales dans les mois à venir. Et du côté des Occidentaux, si le président français a appelé à ne pas croire les statistiques officielles publiées par Moscou, la secrétaire américaine au Trésor pointe du doigt l'effet des sanctions sur le déficit budgétaire russe. On écoute Janet Yellen. De la manière dont je le vois, nos sanctions ont eu un effet négatif très important sur la Russie jusqu'à présent. L'économie russe a mieux résisté que ce que l'on aurait pu initialement prévoir, mais la Russie connaît désormais un déficit budgétaire significatif.
Pascal Joannin, je commence avec vous. On a entendu d'abord dans le reportage le président russe targuer de la résistance de l'économie de son pays face aux sanctions inédites. On a ensuite vu la réaction aussi de la secrétaire américaine au Trésor qui dit qu'il y a certes des effets conséquents sur l'économie russe, mais celle-ci aurait un peu mieux résisté que prévu. Est-ce que cela veut dire pour autant que les sanctions européennes et américaines contre la Russie n'ont pas eu l'effet escompté ? Alors d'abord, il faut se méfier, de toute la propagande de Vladimir Poutine qui enfonce mensonge sur mensonge et il ne faut pas forcément croire tout ce qu'il dit. Donc on peut remettre en cause sérieusement quand il dit que l'économie va bien. Moi, j'ai souvenir qu'avant la guerre, déjà, il y avait des signaux où l'économie russe n'allait pas très bien, et que le PIB du pays, qui est le plus grand du monde, avec toutes les ressources qu'il tire de sa grande géographie, faisait qu'il avait un PIB moindre que certains États membres de l'Union européenne seuls, à commencer par l'Espagne. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire que ça soit une puissance quand son PIB est celui d'un pays comme l'Espagne. Donc, déjà, il faut relativiser. Deux, il y a une grande pauvreté en Russie qui était déjà là avant la guerre et qui touche plus de gens aujourd'hui. Alors on voit en effet les oligarques, on voit en effet une classe dirigeante autour de Vladimir Poutine qui n'a pas l'air de souffrir. Je ne suis pas sûre que la population russe en elle-même n'ait pas en effet souffre pas. Et puis les sanctions, donc on en est au 10e train, les Britanniques, les Américains, les Européens, ça a un effet, mais ça n'a pas un effet forcément immédiat. On n'achète plus d'hydrocarbures et on a réduit notre dépendance énergétique, nous les Européens en tout cas, avec les Russes. Donc ils ont peut-être un autre marché, mais quand même nous sommes un marché important parce que nous sommes une zone de forte croissance, un fort marché intérieur, donc ça a quand même le gêné aux entournures. Et pour qu'il retrouve le niveau qui était celui de ses clients européens qui ne le sont plus, il va falloir qu'il diversifie sérieusement parce que le transport du gaz, ça nécessite des infrastructures. Si elles ne sont pas là, il peut avoir des acheteurs, mais il faut aussi que l'infrastructure puisse suivre. Alors, ça peut se faire par bateau pour certains. S'il n'y a pas de gazoduc, il va y avoir du mal puisque ceux qui sont liés vers l'Europe ne fonctionnent plus. Donc des effets sur le long terme, pas seulement sur l'année 2022. Voilà. Pas seulement sur l'année 2022. Et en effet, l'année 2023 ne fait que commencer. Les perspectives ne sont quand même pas forcément bonnes pour l'économie mondiale en général, parce qu'en plus, il y a la Chine qui est dans un état particulier, il y a eu une moindre croissance en Chine, il y a eu... Donc, il y a plein d'effets qui sont là pour dire attention, nous voyons quand même que cette guerre a eu beaucoup de conséquences, ça a changé beaucoup de choses et on ne voit pas forcément tous les effets. On ne voit pas encore tous les effets. Vous avez évoqué déjà le secteur de l'énergie. On va en parler justement avec vous, Francis Perrin. Avant la guerre en Ukraine, l'Union européenne était très dépendante du pétrole et du gaz russe et elle n'a pas stoppé ses achats du jour au lendemain, même si elle les a fortement diminués. Est-ce que la dépendance européenne aux hydrocarbures russes et la flambée des prix sur les marchés mondiaux ont permis d'une certaine manière à l'économie russe de résister un peu mieux que prévu au cours de l'année qui vient de s'écouler ? Alors pour 2022, le premier semestre de l'année dernière a semblé présenter une situation intéressante pour les Russes du fait de l'augmentation des prix du pétrole et des prix du gaz. Mais cette augmentation n'a pas duré pendant toute l'année 2022. À partir de l'été 2022, on constate sur les marchés pétroliers et gaziers une forte chute des cours pour ces deux énergies clés, pétrole et gaz naturel. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sommes revenus à des prix du pétrole à peu près équivalents à ce qu'ils étaient avant la guerre en Ukraine, et à des prix du gaz sur le marché européen assez largement inférieurs à ce qu'ils étaient avant le début de la guerre en Ukraine. Donc l'effet prix haussier qui a favorisé la Russie pendant en gros 6 à 7 mois de l'an dernier ne joue plus depuis l'été 2022. Et c'est un problème important pour les Russes, pour l'économie russe, pour l'industrie pétrolière et gazière russe, parce que dans le même temps, comme vous l'avez rappelé, les volumes exportés de pétrole et de gaz baissent, en tout cas fortement pour le gaz. Gazprom a indiqué que ses livraisons en 2022 hors pays de l'ex-URSS, ce qui inclut évidemment principalement le marché européen, avait chuté de 46% en 2022, ce qui est absolument considérable. Pour le pétrole, ils ont maintenu un niveau d'exportation élevé, encore fin 2022, début 2023,
Mais du fait de la baisse des prix, du fait de certaines des sanctions que nous évoquerons peut-être plus tard dans l'émission, les revenus provenant des exportations pétrolières de la Russie sont en forte baisse. Mhm. En janvier 2023, ces revenus provenant des exportations pétrolières de la Russie étaient en baisse en gros de 36% par rapport à il y a un an. Donc sur le pétrole comme sur le gaz, forte baisse des volumes exportés pour le gaz, forte baisse des revenus exportés pour le gaz, forte baisse des revenus pétroliers pour le pétrole et les produits raffinés, même si en volume pour le pétrole, les volumes se maintiennent, mais les prix chutent. Donc ce n'est pas un bon paysage pour l'économie russe, pour le pouvoir russe et pour le secteur pétrolier et gazier en Russie. Une année donc qui s'annoncerait plus difficile, une année 2023 plus difficile, Alexandre Kateb, pour l'économie russe. Parlons juste avant des autres secteurs qui avaient été touchés. Il y a eu le secteur de l'énergie, mais les sanctions européennes, occidentales ont aussi touché le secteur financier, le secteur de la grande distribution. On a aussi vu de grandes entreprises internationales quitter le pays quasiment du jour au lendemain. Comment tout cela a-t-il impacté l'économie du pays ? En fait, il faut faire la part des choses entre, disons, le départ des sociétés occidentales, par exemple, et l'impact que ça a pu avoir sur l'emploi et sur la valeur ajoutée, puisque une grande partie de ces entreprises ont été reprises par des capitaux russes ou par des capitaux proches de la Russie. Je prends par exemple la chaîne McDonald's. Qui est parti de Russie, eh bien, c'est un entrepreneur russe qui a repris cette chaîne et qui opère aujourd'hui tous les restaurants de cette franchise en Russie. Il y a beaucoup d'exemples comme ça d'une modification en fait de la structure de l'économie en faveur des entrepreneurs locaux. Et en faveur d'autres entrepreneurs de l'ex-URSS, voire des Chinois. Le secteur le plus touché, hors de l'énergie, c'est le secteur automobile. Incontestablement, là, il y a eu une très forte chute de la production, puisque les usines de construction russes n'avaient plus accès aux différentes matières premières, aux composants, aux pièces qui étaient nécessaires pour la production des automobiles en Russie. Mais là encore, il y a eu un premier choc, en fait, très dur. Et puis ce choc est en voie d'être résorbé aujourd'hui, puisque les chaînes de valeur se reconstituent aujourd'hui avec un recours notamment à la Chine et à d'autres partenaires. Donc vous êtes moins pessimiste parce qu'on entend aussi que l'économie russe va être quand même impactée en 2023 par des prix de l'énergie plus faibles, par l'Europe aussi qui réduit sa dépendance grandement en fait, aux achats quand on regarde les différents paramètres macroéconomiques, la balance commerciale russe est très largement excédentaire, et même avec une baisse des recettes d'exportation des hydrocarbures, elle restera excédentaire. Donc il n'y a pas de risque de crise macroéconomique liée à la baisse de ces prix de l'énergie. Et quant au déficit qui a été évoqué par Madame Yellen, la secrétaire au Trésor américaine, en fait ce déficit il représente à peine 4% du PIB, ce qui est très raisonnable si on le compare notamment à certains déficits de pays européens comme l'Italie, par exemple. Pascal Joannin, vous serez moins optimiste qu'Alexandre Kateb. Pour vous, 2023 sera vraiment une année difficile pour l'économie russe au vu des Européens qui veulent quand même continuer leurs sanctions et réduire au minimum les échanges avec la Russie, parce qu'il y a encore certains échanges qui persistent au-delà des hydrocarbures. On évoque des sanctions sur certaines matières premières comme le caoutchouc, etc. Donc on voit qu'il y a encore des échanges. Bien sûr, les sanctions actuelles là, visent d'autres domaines. On ne peut pas dire que la Russie ne sera pas impactée. Il y a forcément, même si ça n'est que l'Occident, encore une fois, il faut bien dire que les sanctions ne sont appliquées que par l'Occident, même si à l'ONU, il y a plus de pays qui ont voté encore à l'Assemblée générale pour dire ce que fait la Russie n'est pas bien. Il y a quand même plus de 2 tiers, il n'y a que 6 pays qui soutiennent la Russie. Arrêtons de dire qu'il y a une majorité d'États derrière la Russie. Donc, c'est des pays qui représentent quand même 40% de la population mondiale. Si oui, d'accord. La Chine, l'Inde et quelques autres pays. Oui, d'accord. Mais la Chine a des difficultés et c'est aussi un peu aussi ce qui implique certaines mauvais indices économiques. On a aujourd'hui des mesures qui
vont faire mal à la Russie parce que la Russie a une proximité géographique avec l'Europe qu'elle entretenait depuis très longtemps et que, en effet, le fait que l'Europe et l'Ukraine se détournent de tout ce qui était la Russie, des produits russes, va leur faire mal parce qu'il faut compenser cela. Donc, moi, je veux bien que les Chinois... D'ailleurs, ils le soutiennent mollement, hein, c'est pas encore un soutien plein et entier, etc. Ils ont tout intérêt, eux, à faire que la Russie ne s'en sorte pas trop bien quand même. Ils veulent prendre la place que la Russie occupait au XXe siècle dans l'affrontement avec les États-Unis. Donc, ils n'ont aucun intérêt à ce que la Russie s'en sorte. Donc, c'est un jeu de poker menteur. Ils vont avoir peut-être le soutien de la Russie. Les autres en profitent pour acheter des choses puisqu'on ne les achète plus. Donc, en effet, c'est très bien. Mais il y a un moment donné où il faut quand même se poser la question de savoir si ce pourquoi ils soutiennent la Russie, s'ils ne la sanctionnent pas, ne va pas se retourner contre eux. Parce que la violation de droit international, la remise en cause de frontières, il y a plein de pays, y compris l'Inde et la Chine, où il y a des problèmes territoriaux. Donc si on commence à mettre le doigt en disant je soutiens la Russie parce qu'elle agresse l'Ukraine et je n'ai absolument rien à redire, on va avoir des difficultés non pas économiques mais diplomatiques à un moment donné. Et on voit bien qu'en Inde, en Chine, déjà l'Inde et la Chine, ils ont des problèmes frontaliers. Donc il y a toute une série de choses qui peuvent être remises en question. Donc c'est une position qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Mais si on demande aux populations si elles veulent le modèle autocratique russe comme modèle de vie et le modèle occidental, je suis désolée, on va plus souvent faire ses vacances, et même les oligarques russes ou une population de la Russie venaient aux États-Unis, au Canada, en Europe, plutôt que des jeunes qui vont en Russie ou en Chine. C'est pas tout à fait la même. Et on en est là aujourd'hui. C'est l'affrontement qu'a lancé Poutine, c'est en disant je vomis le modèle occidental, je veux remettre en cause ce modèle qui est là depuis 1945. Très bien. Mais il propose quoi à la place qui soit attractif? Donc c'est un affrontement non seulement sur le plan économique, mais aussi politique. Exactement, ce que exactement. vous dites. Alors, on va revenir vers vous, Francis Perrin, parce que vous l'évoquiez, Pascal Joannin, la diversification aussi des clients de la Russie. Francis Perrin, si les Européens cherchent à réduire le plus possible leurs échanges commerciaux avec la Russie, notamment leurs achats d'hydrocarbures, qui sont aujourd'hui les principaux clients du gaz et du pétrole russe? Vers qui se tourne Moscou pour vendre ces hydrocarbures? Il y a de ce point de vue-là une différence assez forte entre le pétrole et le gaz, les deux hydrocarbures. Le pétrole, c'est un marché plus liquide, dans tous les sens du terme, et cela veut dire que les adaptations, les réorientations des flux pétroliers mondiaux sont moins complexes à réaliser que celles du gaz. Donc, en termes de pétrole et produits raffinés, évidemment, le flux russe vers l'Europe est tari. Les dernières sanctions remontent au 5 décembre 2022 et au 5 février 2023. Donc il y a quasiment plus de pétrole, plus de produits raffinés russes qui arrivent en Europe. Et la Russie essaie de se réorienter en vendant plus à l'Asie, en vendant plus à la Turquie, pays européen mais non membre de l'Union européenne, ne sanctionnant pas la Russie, dans certains cas également à l'Afrique du Nord. Pour ce qui concerne le gaz naturel, là c'est beaucoup plus compliqué. Il y a 3 grands marchés mondiaux pour le gaz naturel. Europe, Asie, Amérique du Nord. L'Europe, on en consomme de moins en moins, on importe de moins en moins de gaz russe. L'Amérique du Nord, ce n'est pas la peine d'en penser. Les Russes ne pourront pas écouler leur gaz vers des pays comme le Canada et les États-Unis. Il reste donc l'Asie. Sauf que pour exporter du gaz russe vers l'Asie, il faut des infrastructures de transport. Et si ceci n'existe pas ou n'existe pas de façon suffisante pour augmenter les volumes, on ne peut pas faire grand-chose avant un certain temps. Alors, exemple concret, en 2022, on estime que la Russie a exporté vers la Chine à peu près 15 milliards de mètres cubes de gaz. Avant la guerre en Ukraine, la Russie exportait vers l'Union européenne chaque année entre 170 et 180 milliards de mètres cubes de gaz par an. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc pour le pétrole, par contre, ils ont réussi, en réorientant les flux, à maintenir un niveau élevé d'exportation pétrolière, mais par contre, les revenus pétroliers ont baissé. Et qu'est-ce qui est important pour un pays exportateur? Ce n'est pas les volumes d'énergie exportée, c'est ce que ça lui rapporte. C'est les recettes d'exportation.
Et les recettes, c'est un volume multiplié par un prix. Donc si vous maintenez les volumes pour le pétrole, mais que les prix du pétrole baissent, ça fait nettement moins de recettes d'exploitation, à peu près 36% de moins en janvier 2023 par rapport à un an en arrière. Et pour le gaz, c'est une chute libre. Alors, un impact important sur le marché de l'énergie. Le marché de l'énergie, justement, on a eu beaucoup d'impact en Europe. Au-delà des conséquences que l'on vient d'évoquer sur l'économie russe, la guerre en Ukraine a aussi secoué l'économie européenne qui était très dépendante des hydrocarbures russes. Si la récession est évitée de peu, l'inflation, elle, a atteint des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies. Déjà forte en janvier 2022 à 5,1%. Dans le sillage de la reprise économique post-pandémie, l'inflation en zone euro a plus que doublé en l'espace de quelques mois pour atteindre un pic à 10,6% en octobre avant de ralentir légèrement à 8,5% en janvier 2023. Alors Alexandre Kateb, c'est un choc aussi pour l'économie européenne et on le voit aussi au-delà, aux États-Unis par exemple, une inflation record jamais vue depuis des décennies. Par exemple pour les États-Unis depuis une quarantaine d'années, pour l'Europe aussi depuis le début des statistiques de la zone euro. Un choc qu'il faut affronter. Oui, bien sûr, c'est un choc qu'il faut affronter. D'ailleurs, que les banques centrales de ces deux grandes zones affrontent à coup de hausse massive de taux d'intérêt. Il y a néanmoins une différence dans les facteurs structurels ou les facteurs explicatifs de cette inflation entre l'Europe et les États-Unis, puisque aux États-Unis, cette inflation vient d'une politique d'expansion monétaire et fiscale très spectaculaire qui a été mise en œuvre après la pandémie, pendant la pandémie et après la pandémie, notamment lorsque le président Biden est arrivé au pouvoir. En janvier 2021, il y a eu un accroissement spectaculaire des dépenses publiques. Et ensuite, on a vu tous les programmes qui ont été déployés. Cela dans une conjoncture où les prix de l'énergie, évidemment au niveau mondial, comme ça a été évoqué, avaient tendance à augmenter. Donc l'impact de la politique monétaire qui est mise en œuvre par la Fed commence à produire ses effets. On commence à voir un ralentissement de l'activité économique, un ralentissement de la demande, notamment dans le secteur de l'immobilier. Et tout cela devrait se traduire par une baisse de prix. On voit déjà qu'il y a une baisse des prix des biens. Là où le bas blesse, c'est sur les services, notamment sur les loyers. C'est plus dur en Europe pour rester un peu plus focalisé sur la situation en Europe. C'est différent puisque une grande partie de l'inflation vient de la hausse des prix de l'énergie au niveau européen et au niveau mondial, mais surtout au niveau européen, du fait de la guerre en Ukraine notamment, mais avant cela aussi, puisque la hausse du prix du gaz, certes le prix du gaz est revenu à son niveau d'avant la guerre en Ukraine, mais il avait très fortement augmenté en 2021 dans un contexte de reprise de la demande. Et donc aujourd'hui, le prix de l'électricité, notamment en Europe, est 3 fois plus cher au prix auquel les Européens payaient cette électricité avant la crise. Et ça, c'est quelque chose dont on verra les effets dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des politiques qui ont été mises en place pour soulager l'impact sur les ménages et les entreprises, mais ces politiques ne pourront pas durer dans le temps, notamment à cause de ces subventions, à cause de ces hausses de taux d'intérêt et de la dette que ça va générer pour les États. Pascal, Johanna, pour l'Union européenne, il y a des défis de taille. Il y a eu d'abord le choc de la pandémie, ensuite celui de la guerre, la crise énergétique, l'inflation qui en découle. Est-ce que c'est un nouveau test pour l'Union européenne pour faire face donc, à ces crises? Est-ce que l'on voit ici aussi l'Union européenne s'organiser? Elle s'est organisée pendant la pandémie, elle s'est organisée pour mettre en place des sanctions face à l'Ukraine. Et aujourd'hui, peut-être elle s'organise aussi sur le plan énergétique pour un plan de transition énergétique pour répondre un peu à ce qui se fait aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act. Alors vous avez raison, il se fait quelquefois qu'il y ait des crises pour que l'Europe réagisse plus vite. Je pense que la crise ukrainienne, enfin la crise... on va pas parler de la pandémie, il y a eu une réaction de l'Union européenne. Mais là, sur l'Ukraine, je pense qu'en effet, Vladimir Poutine a sous-estimé le fait que l'Union européenne allait lui répondre. Il avait fait plusieurs tests dans le passé et il avait vu que l'Occident, en général, n'avait pas répondu. Il y avait à la fois l'invasion de la Crimée en 2014, il y avait la non-intervention d'Obama sur la Syrie en 2013, etc. Donc, il y avait plusieurs signaux. Il a dit, j'en profite, je fais...
Ce qu'il a sous-estimé, c'est qu'en effet, l'Union européenne a répondu. Et l'Union a répondu parce qu'elle s'est dit, on ne peut pas laisser faire parce que c'est à nos portes. Et si on commence comme ça, où est-ce qu'on met le bras? Parce que Vladimir Poutine ne connaît pas de limite. Donc le rapport de force, il faut le gagner. Et force est de constater que les objectifs qui s'étaient fixés le 24 février 2022 ne sont pas couronnés de succès. L'inflation, elle existait avant, elle existe toujours, elle n'affecte pas que les pays qui font des sanctions. Ça serait merveilleux si avec les pays sanctionnés qui font des sanctions. Je pense que dans les pays émergents, vous allez parler de la Turquie, Monsieur Perrin, qui n'est pas un État européen. Il y a juste Istanbul qui est en Europe, le reste est en Asie. L'inflation, parlons-en, c'est un sérieux problème. Vous avez des pays où, en effet, parce qu'il y a eu la crise de l'énergie, mais il y a eu la crise alimentaire, puisque la Russie et l'Ukraine sont deux des principaux pourvoyeurs de céréales. Et que, comme il y a eu la guerre, en effet, la Russie, qui était le grenier de l'Union soviétique pendant l'Union soviétique et qui est le grenier aujourd'hui d'un certain nombre de pays, c'est pour ça que je dis que la crise va encore durer, parce que comme le pays est en guerre, je ne vois pas comment, en effet, ils pourront continuer à exporter leurs céréales si, en effet, la guerre continue et qu'on bloque leur exportation. Alors, on a trouvé des mécanismes européens. L'Europe a encore été là à la manœuvre pour que des pays émergents puissent avoir droit à On va y revenir avec l'exemple de l'Égypte, mais peut-être finir sur la question énergétique. Mais la question énergétique, on a décidé de changer brutalement, au prix fort peut-être, le fait qu'on n'aurait plus aucune ressource énergétique venant de la Russie. Donc c'est un changement considérable. Alors pour la France, c'est moindre parce qu'on avait l'énergie nucléaire, mais pour les Allemands, par exemple, sans parler des pays d'Europe centrale et orientale, c'est un changement spectaculaire. Donc en effet, on le fait, et on le fait peut-être au prix fort, mais on a une capacité de résilience. On est quand même des économies qui sont solides. On est l'Allemagne est le principal puissance économique et la France derrière. Le Royaume-Uni n'étant plus dans l'Union européenne, mais c'est aussi une puissance. Et on voit bien que tous ces pays ont réagi de la même façon, et la Banque d'Angleterre fait la même politique que la Banque centrale européenne et la Banque, la Fed. Même le Japon maintenant il vient. Donc on a en effet une décision qui dit la Russie a fait une erreur stratégique et elle va le payer. Alors ça prendra peut-être du temps, mais on ne va pas revenir vers de nouvelles sources d'hydrocarbures. On va le prendre ailleurs, alors en Norvège, en Algérie, aux États-Unis. Les États-Unis, pour ça, ont été un gagnant énergétique, alors que l'Europe a été peut-être un perdant énergétique. Cette question de l'énergie, elle a aussi un impact très important sur l'Europe, vous l'évoquiez. Et Francis Perrin, cette crise énergétique qui a découlé de la guerre en Ukraine a fait craindre aux Européens des coupures de courant cet hiver. Le scénario du pire a-t-il été évité grâce d'une part à un hiver doux et aussi une coopération européenne sur le plan énergétique entre les pays de l'Union? C'était effectivement une grande crainte des Européens pour l'hiver 2022-2023. Et du côté de Moscou, c'était bien sûr un argument pour dire aux Européens: vous n'avez pas intérêt à continuer à nous sanctionner, parce que sinon vous allez mourir de froid au cours de cet hiver. Et je n'exagère pas, on se souvient d'un certain nombre de messages de propagande venant de niveaux très élevés en Russie. La bonne nouvelle, c'est que dans cet hiver actuel, on ne meurt pas de froid en Europe, parce qu'on est privé de gaz russe. Et je suis très heureux d'annoncer, ce n'est pas un scoop, que nous n'allons pas mourir de froid entre maintenant et la fin de l'hiver 2022-2023. Ce qui est, quelque part, au-delà de l'image forcée, un échec pour la Russie. Alors, comment avons-nous fait au niveau européen? D'abord, vous l'avez rappelé, nous avons été chercher du gaz ailleurs qu'en Russie. Ailleurs, ça veut dire où? Depuis 2022, cela veut dire États-Unis, qui a été notre principal fournisseur pour des livraisons supplémentaires. On a pris des contacts et signé des accords avec Égypte et Israël, donc Méditerranée orientale, avec l'Azerbaïdjan, région de la mer Caspienne, avec l'Algérie en Afrique du Nord, avec le Qatar et les Émirats arabes unis au Moyen-Orient, avec l'Australie jusqu'à l'autre bout du monde. Les Allemands ont été chercher du gaz, par exemple, du gaz naturel liquéfié. Donc on a trouvé d'autres fournisseurs. Point très important. Deuxièmement, et c'est aussi important, on a réduit notre consommation de gaz. Au cours du second semestre 2022, on a assisté dans l'ensemble de l'Union européenne à une diminution significative, pas de 2%, de 10-15% de la consommation européenne de gaz. Donc si on consomme moins de gaz, on a moins besoin d'en importer de la Russie. Ensuite, on a gonflé nos stocks gaziers au maximum avant l'hiver 2022-2023. Et on a commencé cet hiver avec des stocks européens remplis à plus de 90%,
99% pour la France, et on peut tirer sur nos stocks pendant l'hiver. C'est fait pour ça en général. Et on a également renforcé une solidarité européenne en termes de gaz et d'électricité entre pays européens, notamment voisins parmi les 27. Et comme ça a été évoqué précédemment par une autre de vos invités, nous avons également sorti le carnet de chèques, ce qui évidemment peut poser des problèmes à moyen terme, cela a aussi été rappelé par un autre invité, mais pour essayer de limiter autant que faire se peut l'impact négatif de la flambée des prix de l'énergie, pétrole, gaz, charbon, électricité, sur les populations européennes et sur l'industrie européenne. Donc ça a été très coûteux, environ 700 milliards d'euros en ordre de grandeur au niveau de l'Union européenne, mais ça a empêché que cette hausse des prix ne déstabilise certains pays européens ou certains gouvernements européens, ce qui était aussi l'un des buts à peine cachés des Russes et du géant russe du gaz, Gazprom. Alors, les conséquences de la guerre en Ukraine ont aussi touché de plein fouet les pays émergents et en développement. Vous commenciez à l'évoquer, Pascal Joannin. L'Égypte, grand importateur de blé russe et ukrainien, a vu les prix alimentaires flamber. Une flambée des prix accentuée par la chute de la monnaie. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage de notre correspondant au Caire, Edouard Dropsy. Sayed Zanab, quartier populaire au centre du Caire. Depuis un an, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 48%. Pour nourrir sa famille, Magda ne peut compter que sur la petite retraite de son mari, l'équivalent de 90 €. Avec 90 €, que pouvons-nous faire? Pour 8 personnes, tout est devenu plus cher, les prix ont explosé. Le poulet est maintenant à 3 €. Je ne ramène plus de viande à la maison. Il n'y a pas que dans les quartiers populaires que les habitudes de consommation ont changé. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ce gérant de supermarché, fréquenté par la classe moyenne, voit concrètement cette évolution. Ça a commencé avec le début de l'inflation en mars 2022 avec la dépréciation de la livre égyptienne. Les gens se tournent davantage vers les produits locaux que les produits importés et achètent beaucoup plus de produits premier prix que de produits premium. Premier importateur mondial de blé en provenance de Russie et d'Ukraine, l'Égypte a été touchée de plein fouet par la guerre. En parallèle, 3 dévaluations successives de la monnaie en 10 mois ont fait chuter encore davantage le pouvoir d'achat. Avec le déclin du revenu réel à cause de la dépréciation et de l'inflation élevée, cela va impacter les classes moyennes et bien sûr les pauvres. Dans un pays où un tiers de la population vivait déjà avant la crise sous le seuil de pauvreté, la poursuite de la guerre en Ukraine rend l'avenir des 110 millions d'Égyptiens encore plus incertain. Alors Alexandre Kateb, la guerre en Ukraine et ses conséquences, on les voit notamment en Égypte et dans d'autres pays du Moyen-Orient, ces pays qui dépendaient beaucoup des céréales qui venaient de Russie et d'Ukraine notamment parce que aussi, rappelons-le, c'est des céréales plus bon marché que celles qu'on achète du Canada, de France, etc. Oui, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que dans les tout premiers mois après le déclenchement des hostilités, il y a eu un accord quand même qui a été signé entre la Russie et l'Ukraine par le biais de la Turquie. Et cet accord a permis l'exportation des céréales ukrainiennes qui étaient bloquées auparavant. Et il a également permis l'exportation des céréales russes et d'un certain nombre d'autres produits russes, notamment comme les fertilisants. Ça a permis d'éviter une crise alimentaire, ce qu'on craignait au début. Ça a permis d'éviter une crise alimentaire mondiale. Et puis surtout, ça a permis aussi de distinguer en fait, la situation géopolitique de la situation et des impératifs sur le marché mondial des céréales et des biens alimentaires. Le problème de l'Égypte ne vient pas tant de la crise ukrainienne. Certes, il y a eu une hausse des prix liée à la hausse du prix du blé, mais le prix du blé est revenu à son niveau d'avant la crise, au niveau mondial. Ça a exacerbé une crise qui existait déjà, ça a exacerbé surtout une crise qui existait déjà, et en fait, ça n'a été qu'un des facteurs supplémentaires par
rapport à une crise multidimensionnelle que l'Égypte connaît depuis des années, qui est un problème de dette qui est exponentielle, de mauvaise gestion de l'économie, de très faible productivité et d'explosion démographique. Tout ça, c'est un cocktail qui n'a pas réussi à être géré par le président Sisi qui a pris le pouvoir en 2016, même s'il a stabilisé un peu les choses au début avec l'aide de ses amis saoudiens, émiriens et autres. Mais aujourd'hui, ces pays se détournent de l'Égypte en disant maintenant c'est le problème du FMI, ce n'est plus notre problème. Et quand on évoque d'autres pays comme le Liban ou la Tunisie, c'est là encore, c'est avant tout une crise politique et une crise institutionnelle qui a été exacerbée par cette flambée des prix des denrées alimentaires. Par ce problème. Pascal Johannin, très brièvement, on arrive bientôt au terme de cette émission. Vous évoquez aussi le rôle de l'Union européenne pour aider les pays émergents en développement à faire face, à éviter une crise alimentaire. Ben oui, quand on a deux pays exportateurs, un des principaux exportateurs qui se retrouvent en guerre et qui ont des difficultés à exporter. Il y a d'autres pays qui sont producteurs, et la France notamment en matière de céréales ou d'autres. Donc il est bien évident qu'on ne va pas créer à cause d'une guerre une crise alimentaire mondiale. Donc en effet, on essaye de pouvoir pourvoir certains pays, la demande de certains pays, pour qu'ils ne tombent pas dans une situation qui est déjà difficile pour eux, parce qu'en effet, il y a un problème alimentaire. Donc, en effet, il y a une solidarité qui s'est faite, et l'Union européenne est réputée pour être l'un des principales pourvoyeuses d'aide alimentaire et d'aide humanitaire dans le monde. C'est la première devant les États-Unis. L'Union européenne est État membre. Donc, en effet, elle n'a fait qu'un devoir de solidarité pour éviter que la crise devienne pire pour certains pays qui étaient déjà en difficulté avant les hostilités. Et un mot pour finir avec vous, Francis Perrin, cette fois sur l'impact énergétique de cette guerre en Ukraine sur les pays émergents, les pays en développement. Beaucoup de pays importateurs aussi d'énergie parmi ces pays-là, dans le monde arabe et ailleurs. Comment ont-ils été touchés par cette flambée des prix de l'énergie? Un impact beaucoup plus important pour eux parce qu'ils n'ont pas les moyens de subventionner l'énergie? Vous avez tout à fait raison de rappeler que les pays en développement sont loin d'être tous des exportateurs de pétrole. Il y en a, bien sûr, mais la plupart des pays en développement sont des pays importateurs de pétrole et ont été touchés de plein fouet par la forte augmentation des prix du pétrole, l'augmentation des prix du gaz. Pour le pétrole, rappelons que l'augmentation des prix a commencé bien avant la guerre en Ukraine, a été aggravée par la guerre en Ukraine. Elle a commencé à partir du printemps 2020. Et je dis bien 2020, alors que nous étions en pleine pandémie de Covid. À ce moment-là, des pays exportateurs de pétrole se mettent autour d'une table, réduisent leur production pour faire remonter les prix du pétrole qui avaient chuté du fait justement de la situation sanitaire et économique dans les premiers mois de 2020. Et c'est le début d'une hausse des prix du pétrole qui va se suivre évidemment en 2021 avec la forte reprise économique mondiale et encore plus en 2022 avec la guerre en Ukraine. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau et ces pays-là, bien sûr, n'ont pas la puissance financière de pays développés, comme les pays membres de l'Union européenne, qui certes subissent ces hausses, mais ce n'est pas la même chose que par rapport à des pays, par exemple, africains en développement. De ce point de vue-là, il faut rappeler la décision prise par le G7, par l'Union européenne et par l'Australie, qui consiste, depuis décembre 2022, à plafonner les prix du pétrole russe exportés vers des pays non occidentaux à $60 par baril pour le pétrole brut venant de Russie. Merci beaucoup Francis Perrin, merci beaucoup à vous également Pascal Johannin, à vous Alexandre Kateb d'avoir tous les trois partagé avec nous vos analyses. C'est donc la fin de cette émission spéciale consacrée au 1 an de guerre en Ukraine. Un grand merci également à toute l'équipe technique en régie, à Farah Bouchrak pour son aide précieuse à la préparation de cette émission. À la semaine prochaine.